Bon, yo les amis. Bon, alors, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des modèles psychopathologiques. On va voir les modèles psychogénétiques avec la psychanalyse et la phénoménologie. On verra les modèles sociogénétiques avec le comportementalisme, la théorie cognitivo-comportementale et l'école de Palo Alto. Et on finira par les modèles organogénétiques. C'est bon? Bien installé? Vous êtes prêts? Bon, allez. Bon, allez, on attaque. Les modèles psychopathologiques. Il faut savoir qu'il y a 3 modèles psychopathologiques. Il y a le modèle psychogénétique, le modèle sociogénétique et le modèle organogénétique. Alors, on commence par le modèle psychogénétique. Il y a 2 grands courants dans ce modèle. Un courant issu du médical avec Freud et l'inconscient, et un courant issu de la philosophie avec Husserl et sa théorie existentialiste. Ces 2 modèles tendent vers une généralisation des concepts. En fait, on va dire que Freud part de cas particuliers pour aller vers des théories générales. Et la phénoménologie part du pathologique pour aller vers le fonctionnement normal, pour essayer à penser le fonctionnement normal. Maintenant, on va parler de la psychanalyse. On va parler un petit peu de la psychanalyse. Qu'est-ce que c'est? Pour la psychanalyse, il faut savoir qu'on dit que le père de la psychanalyse, c'est Freud. Il est attiré par l'hypnose et par la catharsis. Freud était médecin neurologue autrichien. Il était attiré par les travaux de Charcot. Enfin, Charcot travaillait à la Salpêtrière à Paris. Et il travaillait avec l'hypnose sur des jeunes femmes hystériques. En fait. Et Freud a connu aussi Bauer. Bauer, c'était un gars qui travaille aussi avec l'hypnose. Breuer, lui, il découvre la catharsis, qui en fait, c'est le retour au point d'origine des troubles. C'est-à-dire que, au travers de... Il a trouvé, au travers du cas d'Anna O, voilà, c'est passé comme ça, Breuer a trouvé que si on remontait jusqu'à découvrir l'origine d'un trouble, le trouble disparaît immédiatement. Donc il remonte jusqu'au point où il vient de l'origine du trouble. Il y a eu quelque chose qui s'est passé. Et là, ce retour et cette identification du départ, ça s'appelle la catharsis, le point de catharsis. Un jour, Freud, lui, il recevait une patiente et il voulait aussi travailler, faire l'hypnose et tout. Et à ce moment-là, cette patiente lui a dit « Non, taisez-vous, laissez-moi parler, c'est moi qui ai besoin de parler. » Et là, Freud, lui, a dit « Tiens, est-ce que je peux laisser parler la patiente? Je vais la suivre et je vais, moi, donner une interprétation à son délire, on va dire, à ce qu'elle va dire. » Et là, il est parti sur le modèle non plus d'être sous hypnose, mais on dit un modèle d'association libre, c'est-à-dire qu'il va y avoir des interprétations. La psychanalyse, c'est à la fois un procédé d'investigation des processus mentaux, une méthode fondée sur le traitement névrotique et des concepts psychologiques. L'objet d'étude, en fait, c'est le contenu de la pensée inconsciente mais observable. Et là, on se demande comment observer une pensée inconsciente. Ben, une pensée inconsciente, on va analyser un rêve, un lapsus, un acte manqué. Vous savez, l'acte manqué, c'est le rêve. Il y en a qui se rappellent, d'autres qui ne se rappellent pas. On ne comprend jamais ce que ça veut dire. Les actes manqués, c'est tiens, j'ai envie d'y aller. Et puis tu y vas, et puis ah zut, j'ai oublié mon maillot. Ouais, bah, tu te baignes pas. Tu vois, tu devais passer une superbe journée à la mer, mais tu es tellement en vie au fond de toi. Et finalement, ben, tu y vas, et puis arrivé là-bas, dommage, hein, on aurait passé une bonne journée à la mer. Ouais. C'est ça, l'acte manqué, c'est ça.
C'est en fait que c'est pas l'envie. Puis finalement, jusqu'à la fin, tu trouveras une excuse pour pas le faire. Voilà. Et ça, on va étudier ça. On dit que le contenu de la pensée est manifeste. C'est tout ce qui est conscient. Ou latent. Et là, on est dans l'inconscient. Donc, on parle de contenu manifeste quand on est conscient. Et de contenu latent quand c'est inconscient. Donc, quand c'est passé dans l'inconscient, qu'on fait des choses inconscientes, c'est latent. La psychanalyse, c'est une méthode thérapeutique pour avoir conscience des mécanismes inconscients à l'origine du symptôme. Et c'est centré sur la notion d'inconscient. Parce que c'est dans l'inconscient, il y a des tas de choses que... tas de choses de l'inconscient. Et là, c'est là qu'on va commencer à voir Freud avec deux topiques. En fait, la psychanalyse est basée sur deux topiques. Un premier topic avec le conscient, préconscient et inconscient. Et un deuxième topic avec le moi, le ça et le surmoi. C'est la psycho. Voilà, ça c'est la psychanalyse. Ça c'est Freud, on est en plein dedans. On le verra plus tard. Bon, maintenant on va parler de la phénoménologie. C'est compliqué, la phénoménologie. Le deuxième courant des modèles psychogénétiques. Alors là, on va parler d'existentialisme qui repose sur la philosophie de l'existence. Voilà. Exister. Alors, en fait, ici, l'existence de l'homme précède son naissance. C'est-à-dire que l'homme doit exister avant d'être. L'homme doit accéder à son naissance par l'action, à partir d'un néant primordial éprouvé dans l'angoisse dite existentielle. L'homme ne serait que ce qu'il se fait. Et c'est de là que va émerger la phénoménologie, qui consiste à dire que le phénomène n'est pas le seul aspect extérieur des choses. En fait, elle fait appel à l'expérience et à la conscience. Chez Husserl, on parle de conscience intentionnelle, qui amène à revenir aux choses et non au mot de la chose. Mot, M-O-T-S, les mots. Dans ce courant, on retrouve aussi un autre auteur, c'est Binswanger. C'est un psychiatre suisse qui, dans son analyse existentielle, amène à une approche compréhensive du malade. Voilà, c'était la phénoménologie. Si vous voulez, je mettrai un peu des articles sur Facebook, je mettrai des trucs qui approfondissent le truc sur la phénoménologie, l'existence, l'être. Bon, voilà, on vient de voir les modèles psychogénétiques. Maintenant, on va voir les modèles sociogénétiques. Ces modèles s'intéressent au rôle pathogène des difficultés de l'existence, comme les événements de vie, les changements, les ruptures, les difficultés d'adaptation. Les modèles sociogénétiques comprennent plusieurs courants théoriques. Il y a le modèle centré sur l'individu, c'est les modèles comportementaux et cognitifs. Il y a le modèle centré sur le groupe restreint, c'est la systémie et l'école du Palo Alto. Et il y a le modèle centré sur le groupe social élargi, où la maladie mentale est un effet de la structure sociale et de la pression qu'elle exerce sur l'individu. Alors, donc toujours dans les modèles sociogénétiques, on va voir le premier modèle, le comportementalisme. Ici, on va retrouver le courant behavioriste, avec Watson, Skinner, Pavlov. Ça, c'est des comportementalistes. C'est autre chose, mais c'est les réflexes. C'est basé sur les réflexes, sur l'apprentissage, l'adaptation à l'environnement. C'est les comportements, des stimulations qui attendent les réponses. Enfin, voilà. Le deuxième modèle, c'est la théorie cognitivo-comportementale, elle aussi issue des théories behavioristes. Eux pensent que le comportement inadapté a été appris dans des situations et maintenu par les contingences de l'environnement. Le cognitivisme s'intéresse aux cognitions, au comportement psychologique. C'est les pensées automatiques, les anticipations et les représentations mentales conscientes. La psychologie cognitive, étant la plus scientifique des branches de la psychologie, va travailler sur les traitements de l'information et elle est organisée en 3 niveaux hiérarchiques avec Beck. Donc il y a 3 niveaux.
Ces niveaux sont: un stimulus environnemental suscite des pensées automatiques. Il y a le feu, je cours. Je me sauve. Voilà. Alors après, il y a des conditions qui sont soumises à des distorsions cognitives. Et après, la dernière condition, c'est que les schémas cognitifs sont élaborés au cours du développement. Voilà, c'était la théorie cognitivo-comportementale. Maintenant, on va passer au troisième modèle sociogénétique, l'école du Palo Alto. Eux ont travaillé sur la communication et les relations entre les individus. On retrouve Gregory Bateson, qui est initiateur de ce courant. Il était zoologue, anthropologue, ethnologue, mais il était influencé par les maths, la cybernétique aussi. Donc ça faisait un petit mélange quand même. En fait, il partent du postulat qu'on ne peut pas ne pas communiquer. Même une absence de réponse fait partie de la communication, en fait. On ne peut pas ne pas communiquer. Voilà, on communique toujours. C'est le postulat de l'école du Palo Alto. Parce que pour eux, la communication est fondamentale pour les êtres humains et qu'elle est liée à leur comportement. La communication est donc permanente entre les gens. Ils vont établir 4 grands principes. Il y a 2 niveaux de sens dans un message. Le contenu, ce qui est dit, et la relation entre les individus. À ce niveau, il y a une possibilité de confondre la relation et le contenu. C'est par exemple vouloir aider une jeune fille et se prendre une claque de sa part qui, elle, pensait qu'on était avec de mauvaises intentions. C'est ça. Ils ne se sont pas compris. Les deux, il y a quelque chose qui est... Dans le message, c'est pas bon. Le deuxième principe, c'est la dualité dans la communication d'un message. Alors, il y a un mode digital, la langue, il faut avoir la merde, et un mode analogique, c'est-à-dire les gestes et les mimiques. Voilà. Et là, par exemple, on pourrait dire que il n'y a pas de relation entre le visuel et le message. Par exemple, alors comment tu vas? Ben ça va. Ben, ça va. Je dirais pas avec la tête que tu as. Et voilà. Ça va, mais ça va pas, on le voit que ça va pas. Donc là, voilà, c'est ça le problème. Et là, ici, la dualité, c'est ça. La dualité du truc. Le troisième principe, c'est la ponctuation des échanges. C'est la suite des échanges dans la communication. C'est une suite de segments et de regards que chacun porte sur le comportement de l'autre. Chacun ponctue son échange avec l'autre pour maintenir un certain équilibre dans la relation. Par exemple, la femme râle que son mari s'enferme dans son bureau. Mais le mari s'enferme dans sa chambre, dans le bureau, parce que sa femme râle. Là, le problème peut être de présupposer les intentions de l'autre. Je vais m'enfermer dans le bureau avant que ma femme râle. Le quatrième principe, c'est la métacommunication. La métacommunication, c'est échanger sur sa propre communication au niveau du contenu ou de la relation. Par exemple, c'est quand on dit « si je te dis ça, c'est que je t'apprécie ». La perturbation possible, c'est de s'enfermer dans un conflit en ne précisant pas plus sa pensée. Il y a plusieurs méthodes et théories qui sont issues du Palo Alto. La thérapie familiale, la thérapie brève et la thérapie systémique. Et il y a 2 méthodes de communication interpersonnelle. La PNL, c'est la programmation neurolinguistique, et l'AT, l'analyse transactionnelle. Bon voilà, on a vu les modèles sociogénétiques, maintenant on va voir les modèles organogénétiques. Ce modèle se caractérise par le fait d'assigner une cause anatomique ou biologique aux affections mentales. Cette thèse tient les fondements de la découverte neurologique. Les maladies mentales se voient dépossédées de leur aspect psychique. En fait, elles en sont réduites à être un organe. Et eux, ils appellent ça le système nerveux. D'ailleurs, c'est possible d'explorer avec des scanners. C'est le système nerveux. Voilà, c'est les docteurs. Eux, c'est l'organe qui s'intéresse. Voilà, on a fait le tour des modèles psychopathologiques. Si ça vous a plu, mettez un j'aime. Voilà. Si vous avez des questions, posez-les. Je vais vous mettre des petits articles en lien avec tout ça. Et puis, je vous embrasse à tous. À la prochaine. Ciao.